Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Chaque année, le Forum de Boa pour l'Asie, surnommé également le Davos d'Asie, se concentre sur les tendances les plus récentes concernant le développement économique de l'Asie. Cette année, le forum est inscrit sous le thème Un monde en changement, travailler ensemble pour un avenir commun. Alors, quel est le rôle aujourd'hui de l'économie asiatique dans un monde en plein bouleversement? Quels sont les défis à relever pour les pays asiatiques alors que la chaîne de valeur mondiale a été fortement perturbée par la pandémie, et quelles sont les idées pionnières, les nouveaux concepts de cette 20e édition de l'événement. Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence depuis Beijing, M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et depuis Shanghai, M. Wang Hua, douanier associé d'EM Lyon et doyen d'EM Lyon Asie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on voit que cette année, c'est la 20e édition du Forum de Bois. Je me rappelle que lors de la création, finalement, on voit que les participants n'étaient pas aussi nombreux. Alors, comment percevez-vous l'évolution du rôle du Forum de Bois pendant ces 20 dernières années? Je vais commencer par M. Wang Hua. On le sait, le positionnement du Forum de Barao pour l'Asie est un Davos version asiatique. Tous les ans, environ 2000 politiques, entrepreneurs, chercheurs et intellectuels se réunissent pendant 4 jours pour échanger, débattre, confronter leurs idées, leur vision du monde. Par exemple, les sujets déjà abordés ces dernières années concernent la gestion de crise, le développement durable et vert, la croissance inclusive, l'innovation, etc. Il est indéniable que le Forum de Boao pour l'Asie contribue au renforcement de la coopération entre les pays asiatiques. Laissez-moi vous donner un cas concret. Pendant le Forum de 2014, la Chine a proposé sur la nécessité de créer rapidement le Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, AIIB. L'année suivante, la Chine fédérait autour d'elle 57 pays comme membres fondateurs. Ce projet ambitieux non seulement favorise le développement des pays asiatiques, mais c'est également un immense succès diplomatique pour la Chine. La création de BAII est un moment charnière dans le processus d'affirmation de la Chine sur la scène internationale. Quel est votre avis, M. Ding Yifan? Et surtout, on remarque que au début, il y a essentiellement les participants venant des pays asiatiques, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de participants venus d'autres parties du monde. M. Ding Yifan, quelle plateforme aujourd'hui le Forum de Bois fournit-il aux participants et à l'économie mondiale? En fait, le Forum de Bois est né avec l'émergence de l'Asie. En fait, quand on parle du Forum de Bois, on fait penser à l'économie de l'Asie orientale. C'est cette partie, la partie orientale, la partie orientale de l'Asie qui est en jeu et qui est devenue une force attractive de l'investissement mondial et du développement mondial depuis la fin des années 90. Et c'est à ce moment-là que le Forum de Boao est né. Et en faisant référence au Forum de Davos, par exemple, qui est nommé le Forum de l'économie mondiale, il ne faut pas oublier que ce forum est né dans les années 70, en 1970, mais aussi qui a été intitulé aussi le Forum de l'économie européenne. Parce qu'à l'époque, dans les années 1970, c'était l'économie européenne qui était le centre de la croissance mondiale. Donc le Forum de Boao a commencé aussi comme au Forum de l'économie asiatique, en particulier de l'Asie orientale. Mais comme l'Asie orientale est devenue la partie la plus dynamique, en fait, aujourd'hui, l'Asie orientale est devenue la partie la plus dynamique de l'économie mondiale.
Donc, de plus en plus d'entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui choisissent de venir participer à ce forum pour écouter quelquefois les avis des chefs d'État, des dirigeants politiques, mais aussi des chefs d'entreprise pour savoir orienter le développement de leur entreprise. C'est en quelque sorte le forum de Bâle a joué le rôle de forum de Davos dans les années 1970. Aujourd'hui, pour tester le vent, il faut venir au forum de Bâle pour voir où seraient les futures orientations du développement de l'économie mondiale. Voilà. Alors, on voit que cette année, le forum s'est intitulé Un monde en changement, travailler ensemble pour un avenir commun. Et comment ce thème vous inspire, M. Wang Hua? Selon moi, dans les années qui viennent, le travail collectif sera nécessaire dans trois sphères principales. La sphère économique tout d'abord, celle environnement et sociale ensuite, et enfin le rôle jouera l'Asie dans le monde. En ce qui concerne l'aspect économique, plus concrètement, je pense notamment à la mise en place des pratiques sur les RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. C'est l'accord commercial le plus important du monde, signé en novembre 2020. Cet accord de libre-échange couvre une vaste zone représentant environ 30% de la population mondiale et 2,2 milliards de consommateurs. La partie la plus sensible demeure la régulation spécifique du commerce électronique. Pour la sphère sociale et environnementale, on a pu entendre ces derniers jours les autorités japonaises ont décidé de rejeter dans l'océan Pacifique les millions de tonnes d'eau qui ont été utilisées dans le centrale accidentée de Fukushima en 2011. Je pense que ce sera une crise environnementale immédiate dont l'impact se fera sentir pendant de longues années. Cela donne également une mauvaise image pour les autres pays asiatiques, ainsi que pour la responsabilité que nous avons tous concernant la protection de l'environnement. Les autres enjeux sociaux comme la pauvreté, l'éducation, la santé, l'eau potable, etc. sont nombreux, mais nous devons les affronter tout en donnant la priorité aux plus urgents. Enfin, dans un monde où le nationalisme monte, les pays asiatiques doivent à la fois jouer le jeu de la coopération entre les pays de la zone Asie et en même temps envoyer un message aux autres continents. Je pense que la vision Est versus Ouest, c'est une vision limitée et dépassée. Elle a déjà dépassé quand on parle de l'économie, mais nous devons collectivement travailler à casser cette vision étroite, y compris dans les échanges culturels, dans le partage des valeurs sociétales. Je pense que le Forum de Boan peut aussi contribuer à ce partage dans les années qui viennent. Alors, quel est votre avis, M. Ding Yifan? Comment comprenez ce thème qui tourne autour, comme M. Wang Hua a expliqué tout à l'heure, autour des changements, du changement et en quelque sorte de la solidarité? Oh oui, le thème du Forum de Boan, cette fois-ci, reflète un peu la situation actuelle dans laquelle on est situé. Par exemple, le changement marque l'évolution de l'économie mondiale, mais aussi dans cette partie du monde, il y a une évolution importante. C'est-à-dire que l'économie s'oriente de plus en plus vers une nouvelle version. Cette nouvelle version de l'économie appelle des coopérations plus étroites entre les différentes économies, parce que, voyons, il y a quelques années, le commerce national était principalement le commerce des produits finis entre différents pays, mais ce sont
l'avance ou l'achat des produits finis. Tandis qu'aujourd'hui, quand on mesure le commerce international, régional ou international dans le monde planétaire, eh bien, la plupart des échanges se concentrent sur des produits intermédiaires. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nos intérêts sont intermêlés. Et s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas un renforcement de la coopération, comme la dernière administration américaine Trump, qui voulait s'isoler, qui voulait utiliser le commerce international comme une arme de lutte politique, etc., eh bien, ça va à l'encontre du courant du développement de l'économie mondiale. Et au Forum Board, on fait remarquer que l'économie est en train de connaître un changement profond. Et pour s'adapter mieux à cette situation de changement, il faut mettre en relief l'aspect de la coopération. Car sans la coopération, eh bien, personne ne sortira mieux de cette nouvelle situation. Alors, on va voir un peu les sujets dans le Forum de Bois, parce que depuis ces dernières années, l'innovation a toujours figuré en haut de l'agenda pendant le Forum de Bois. Et l'année dernière, le Forum de Bois a aussi publié un rapport sur l'innovation en Asie. Donc, comment percevez-vous aujourd'hui l'état actuel de l'innovation en Asie en général, Monsieur Wang Hua, et particulièrement en Chine? L'innovation en Asie porte déjà ses fruits. Concrètement, en 2020, parmi les 490 licornes que compte dans le monde, 171 sont asiatiques, soit 35%. En plus, les entreprises et consommateurs asiatiques sont conscients des enjeux de développement durable et éthique concernant l'usage des technologies et des données, et de la nécessité d'avoir l'accès à des innovations répondant aux besoins du plus grand nombre dans la base de la pyramide. Quand on parle de l'innovation en Chine, on peut montrer toujours par exemple des startups chinois. Concrètement, parmi les 171 licornes asiatiques, les top 3 sont constitués des entreprises chinoises. ByteDance, Didi Chuxun, puis Kuaishou par exemple. Mais pour moi, le vrai sujet concernant l'innovation en Chine reste l'émergence potentielle d'un nouveau paradigme technologique. Suite le lancement de la guerre, entre guillemets, guerre technologique entre les États-Unis et de la Chine dans un monde de plus en plus digitalisé. Du côté américain, on a vu déjà la limite, même l'interdiction des exportations de technologies américaines vers la Chine, restructurer les chaînes de valeur afin de moins dépendre des approvisionnements chinois dans certains secteurs jugés sensibles. Du côté chinois, le gouvernement a compris la nécessité de tendre vers une autosuffisance technologique. Si le phénomène persiste, il est fort possible que se créent deux paradigmes technologiques distincts, menant les industries à adopter en parallèle deux voies technologiques différentes. Cela pourrait conduire à la création de deux mondes numériques isolés et en deux blocs, car chacun défend sa sécurité numérique et sa propre souveraineté. Cela conduit à un changement profond sur certaines chaînes de valeur, comme par exemple dans l'industrie automobile. En fait, Monsieur Ding, on parle de l'innovation pendant plusieurs années déjà. Donc, cette année, quand on parle de l'innovation, de quoi parle-t-on exactement si on voit un peu la situation en Asie et en Chine? En fait, les innovations sont toujours utilisées au pluriel. Parce que, contrairement, par exemple, aux inventions,
Les inventions technologiques, ce sont des changements fondamentaux, de technologie, etc. Alors que les innovations, c'est d'une certaine manière un changement progressif, un processus progressif d'évolution, de changement, d'amélioration surtout. Et de ce point de vue, il faut dire que finalement, la réforme engagée par la Chine depuis la fin des années 1970, au début des années 80, est un processus d'innovation. La réforme est un processus d'innovation parce que il faudrait toujours se concentrer sur ce processus pour améliorer les différents aspects du système, des institutions, de la productivité, etc., etc. Alors, les innovations, c'est toujours dans ce sens-là. Donc, de ce point de vue, innovation, c'est d'abord une conception, une espèce de mentalité. Et quand on se concentre sur l'aspect innovant des choses, eh bien, on trouvera toujours des solutions plus intelligentes, plus créatives. Toujours, ça crée toujours plus de valeur. Pour les économistes, le processus d'innovation, d'une certaine manière, la source de la richesse, la source du progrès. Quand on a une mentalité innovante, on trouvera toujours des moyens plus astucieux pour créer plus de richesses, plus de moyens simples. En fait, c'est dans cet esprit-là. Alors, dans ces sous-forums qui sont plutôt centrés sur l'innovation, on trouve une large partie qui est consacrée à l'économie numérique. On parle par exemple l'interaction entre l'Internet et l'industrie traditionnelle. Monsieur Ding Fan, selon vous, comment l'économie numérique va-t-elle contribuer à l'économie asiatique et plus largement à l'économie mondiale dans le futur? En fait, le développement de l'économie numérique est très important dans cette partie de l'Asie. Si vous regardez la proportion de l'économie liée à l'économie numérique, elle est en croissance constante depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années. Et non seulement les Asiatiques, surtout les Asiatiques de cette partie, c'est-à-dire l'Asie orientale, et ils ont une manie de cette digitation de l'économie. Et regardez ce qui se passe au Japon, peut-être ce qui se passe en Corée du Sud et en Chine. Et la Chine est visiblement à la tête du développement de l'économie numérique. Parce que il faut pas oublier que l'économie numérique est étroitement liée au nombre d'internautes. Donc cela dépend aussi de la qualité du réseau de l'Internet. Et si vous regardez la qualité du réseau d'Internet mobile, celui de Chine est certainement le meilleur. De loin le meilleur en comparaison avec le reste du monde. Que ce soit avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Amérique du Nord, avec d'autres parties de l'Asie, le réseau d'Internet mobile est certainement le meilleur en Chine, sans qualification possible. Et ceci facilite l'accès des consommateurs chinois à l'Internet. Donc, ceci facilite le développement du commerce international, du commerce numérique, du commerce numérique, etc., etc. Et en parlant de l'économie numérique, on fait référence non seulement au commerce, on fait référence à toutes sortes d'activités qui sont liées par l'Internet. Donc la production est devenue de plus en plus intelligente à cause du développement de l'économie numérique. Surtout, ce qu'on appelle la 5G. Donc la technologie moderne de communication permet à la production industrielle de se connecter. Les robots obéissent, les robots ou les machines sur le port chinois maintenant,
parmi les 10 premiers ports du monde, les 8 sont en Chine. 8 des 10 premiers ports du monde sont en Chine et la plupart de ces ports sont complètement automatiques aujourd'hui. Et les machines qui fonctionnent sur les ports sont contrôlées par la technologie de 5G. Donc, très efficace. La production industrielle est devenue de plus en plus automatique, automatisée, contrôlée par la technologie de 5G. Tout cela fait partie du progrès de l'économie numérique. À partir de ce moment-là, il y a la production, donc qui est liée à l'économie numérique, mais aussi il y a l'aspect de service, qui est aussi lié à l'économie numérique. Au cours de cette épidémie, il y a quelque chose d'incroyable qui est arrivé en Chine. À Sanlitun, par exemple, à Pékin, il y avait une salle de disco. Une salle de disco, bien sûr, la salle de disco implique la participation de beaucoup de monde. La pandémie a interrompu le processus. Personne n'ose aller danser dans la salle. Eh bien, la patronne de la salle de disco a eu l'idée de mettre cela en ligne. Donc, elle a organisé une bal virtuelle en ligne en invitant les participants, les individus à danser au rythme de disco avec elle. Mais ça a eu un succès tellement grand. Ça a eu un succès tellement grand que finalement, c'est devenu une mode en ligne. Donc, à l'heure précise, eh bien, les individus vont suivre la patronne au rythme disco, etc., etc. Je suis sûr qu'après l'épidémie, lorsque la balle réouvre sa porte, ça va être un monde fou. Donc, tout cela veut dire que l'économie numérique va de pair avec l'économie réelle. Donc, finalement, le commerce en ligne, etc., va promouvoir aussi l'économie réelle d'une certaine manière. En fait, l'analyse de professeur Ting est intéressante et je voulais compléter sur un autre aspect, pour moi, ce qui est aussi très important, parce qu'il y a une autre sorte de potentiel immense porté par la monnaie numérique chinoise qui s'appelle DCEP, donc Digital Currency Electronic Payment. Sans parler des bénéfices directs pour le marché interne, le DCEP a également pour l'objectif d'être une alternative à la domination du dollar sur les transactions internationales. Donc, en agissant de concert avec le commerce international et les nouvelles routes de le soin, la monnaie numérique chinoise a le potentiel pour devenir un outil supplémentaire à la disposition de la Chine pour faire valoir son rôle d'acteur majeur dans l'économie mondiale aujourd'hui et notamment de demain. Parce que finalement, quand on parle de ce forum de bois, on parle beaucoup de la reprise économique mondiale, qui est un sujet qui concerne tout le monde. Les prévisions sont certainement assez optimistes pour l'économie asiatique, mais pour vous, quels sont les défis à relever alors que la chaîne de valeur mondiale a été fortement perturbée par la pandémie? Comment les pays asiatiques peuvent-ils réussir à une reprise économique durable, M. Ding Fan? En fait, d'une certaine manière, la peur psychologique des Américains et d'une certaine manière des Européennes vis-à-vis de la montée de l'Asie est un facteur déterminant qui pourrait nuire, en fait, d'une certaine manière, à la durabilité du développement en Asie. Parce que, comme disait M. Wang Hua, les Américains voulaient faire découpler l'économie. Ils voulaient faire en sorte que le marché américain soit complètement détaché de l'Asie. Alors que
depuis 30 ans, 40 ans, l'Asie est devenue une partie importante de la chaîne de valeur globale. Et les États-Unis étaient le marché de destination le plus important pour les économies asiatiques. Non pas seulement pour la Chine, mais pour toutes les économies asiatiques. Donc, la tentative américaine pourrait avoir des conséquences importantes sur l'Asie orientale, mais en même temps, cela va nuire terriblement l'économie américaine. Parce que finalement, l'économie américaine n'est plus complète. Elle dépend beaucoup de cette partie du monde, de l'Asie orientale, pour mener une vie convenable. Je me souviens très bien que l'année dernière encore, lorsque Trump était encore au pouvoir, ils ont essayé de mettre des sociétés chinoises sur une liste noire, en interdisant l'entrée des produits de ces sociétés chinoises. Mais finalement, Tatian, donc une société chinoise, un producteur des drones, a été enlevé de cette liste parce que à la suite de la protestation de l'armée américaine, eh bien, le Congrès américain a été obligé d'exclure Tatian de cette liste noire. Ce qui montre que finalement, même dans le domaine de drones, les Américains ne peuvent pas se passer des produits chinois ou de made in China. Et de ce point de vue, je pense que si, à la suite de l'épidémie Covid-19, si les Américains veulent maintenir leur développement de façon convenable, eh bien, il faut abandonner cette idée de la mentalité de guerre froide. Et il faut savoir que seule la coopération pourrait leur permettre de sortir de cette crise. D'abord une crise de santé publique, puis une crise économique. Voilà. Monsieur Wang Hua, quel est votre avis? Pour moi, je vais parler plutôt de l'aspect positif. De fait, l'économie asiatique est en cours d'intégration. Le taux de commerce entre les pays asiatiques sur la totalité de volume d'import-export de la zone Asie atteint 58% en 2020. Idem pour l'éducation. En 2018, il y avait presque 500 000 étudiants internationaux en Chine, et parmi les nombres d'étudiants asiatiques était de 60%. Donc je pense qu'il s'agit de deux tendances de fond. D'une part, une intégration progressive des économies asiatiques, notamment à travers de grands projets comme RCEP, l'initiative de la nouvelle route de la soie, ou AIIB, pour ne pas citer les autres. D'autre part, une intensification des échanges culturels entre les pays à travers le système éducatif, le voyage, mais aussi des mutations de la chaîne de valeur industrielle au sein de la zone Asie. Je vous donne un cas concret. À cause de la délocalisation de centaines d'usines vers le Vietnam, il y a plusieurs centaines de milliers de Chinois et de Chinoises qui travaillent au Vietnam en occupant des emplois de cadres dans ces usines, par exemple. Voilà. Donc, je pense l'intégration et le renforcement de l'échange, ça sera toujours de tendance lourde dans le contexte Asie. Alors, je vous remercie, M. Ding Yifang et M. Wang Hua, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.